On l'a entendu sur France Culture en cette rentrée littéraire chez Marie Richeux ou Arnaud Laporte pour évoquer son très beau livre « Vivre vite » publié chez Flammarion. Mais depuis, ce livre, il a pris de la vitesse, honoré par le prix Goncourt 2022, hier, un prix Goncourt qui a récompensé l'art de la mémoire, du souvenir, de l'amour, de la perte. Est-ce que la vie s'arrête quand on a perdu l'être le plus cher, l'homme de sa vie? Comment vivre avec les fantômes? Comment vivre quand on est persuadé qu'on aurait pu changer le destin, l'altérer, le faire sien? Cette histoire, c'était la sienne jusqu'à hier, 12h52. Depuis, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Bonjour Brigitte Giraud. Bonjour. Félicitations pour ce prix Goncourt 2022. Merci, j'ai beaucoup aimé vous entendre dire 12h52. J'ai vérifié. Je le disais, cette histoire, votre histoire, racontée dans votre livre Vivre vite, c'était la vôtre jusqu'il y a quelques heures. Désormais, c'est la nôtre. Comment on pourrait collectivement honorer le mieux la mémoire de Claude, votre mari disparu il y a une vingtaine d'années et qui est au cœur de ce livre? Oh, c'est une belle question à laquelle il n'est pas simple de répondre. Je me dis que ce livre a eu un joli parcours dans cette rentrée littéraire. Je me dis que ce parcours est en train de s'accélérer un petit peu comme vous l'avez mentionné. Peut-être honorer la mémoire, c'est prendre le temps justement de ne pas aller trop vite, prendre le temps de lire les lignes, mais aussi entre les lignes, et essayer de voir ce qui fait nos vies, et peut-être aussi ce qui est précieux dans nos vies. Vous interrogez pendant 208 pages, non pas sur comment le faire revenir, ce mari, Claude, mais sur comment vous auriez pu éviter le pire. Qu'est-ce que l'écriture vous a permis de comprendre sur la disparition de votre mari et peut-être sur vous aussi? Alors l'écriture a finalement un pouvoir magique qui n'existe pas, hein. C'est un aveu d'impuissance puisque au bout de l'écriture, il s'avère que ce qui est mort n'est plus là. Mais pour autant, la force de l'écriture, c'est de faire émerger des liens. Et ce qui a été important dans l'écriture de ce livre, c'est de me rendre compte qu'une vie intime est reliée à toutes les autres vies, aux vies de ceux qui ont vécu avant, des siècles précédents, ceux qui vivent en même temps que nous, ceux qui vivent très loin, y compris au Japon, y compris en Belgique, je pense à la reine Astrid, ou en Algérie, d'où venait Claude. Et faire émerger des liens, ça veut dire si on est seul face à un accident de moto, on peut trouver des partenaires qui peuvent vous accompagner. Je reviens sur cette reine Astrid devant laquelle, c'est le nom d'un hôtel sur le boulevard des Belges à Lyon, devant lequel l'accident a eu lieu. Et en essayant de comprendre l'incompréhensible ou de mettre du sens là où il n'y en a sans doute pas, je me suis rendu compte que ce lieu n'était pas anodin, puisque cette reine est morte elle aussi à 23 ans dans un accident de voiture conduite par son époux, le roi Léopold de Belgique. Et c'est le début d'un compagnonnage et c'est le début d'un collectif. Brigitte Giraud, vous êtes avec nous aujourd'hui pour évoquer ce livre Vivre vite, mais également deux autres livres qui comptent pour vous. Un texte sorti lui aussi en cette rentrée littéraire de Carole Alamand, Tout garder, publié chez Anne Carrière, et puis un livre paru en 2012 chez Stock, son titre Un repas en hiver d'Hubert Mingarelli. Et puis on entendra d'autres voix, celle de votre prédécesseur Mohamed Mungarsar, prix Goncourt 2021 pour La plus secrète mémoire des hommes, publié chez Philippe Ray, et celle d'un auteur que vous avez édité pour la première fois, c'est l'écrivain Denis Michelis. Son livre, c'était La chance que tu as, en 2014, dans la collection La Forêt, que vous dirigiez chez Stock. Mais on va commencer avec vous. Alexandre Alaïbegovic, la lauréate du prix Goncourt, est avec nous. Et avec vous, on revient sur les pronostics de nos abonnés, c'est ça ? C'est ça, Sébastien. Vous vous souvenez, au moment du Nobel, nous nous étions demandé si notre communauté n'avait pas été infiltrée par des membres de l'Académie suédoise, tant le nom d'Annie Ernaux revenait parmi les favoris de notre book club. S'agissant du Goncourt, aucun doute en revanche, puisque l'Académie, il faut bien le dire, a complètement déjoué les pronostics de nos abonnés, qui penchaient clairement pour Giuliano da Empoli et son Mage du Kremlin. Ceci étant dit, depuis sa création, le book club brille par son éclectisme et chaque finaliste pouvait compter
compter sur son petit comité de soutien. Marie Barbou, par exemple, avait choisi Une somme humaine de Mackenzie Orsel pour, je cite, son texte au style très singulier dans la forme, sa prose somptueuse, le tout avec une grande habileté dans la délivrance de cette somme humaine, à la fois fragile et légère, blessée et écrasante. Les presque sœurs de Chloé Corman pouvaient compter sur le soutien d'Isa Poutot, notamment, qui nous disait que récompenser les presque sœurs du Goncourt, ce serait remercier son autrice de raconter avec tant de justesse et d'émotion les blessures de notre histoire. Ce serait également graver le souvenir de ces enfants victimes dans notre mémoire littéraire. Et enfin, le favori donc du book club, Giuliano da Empoli, était encensé ainsi par Fabrice Del Dongo. Tout est parfait dans ce roman, déjà un classique de notre littérature qui nous amène dans une épopée où la petite histoire se mêle à la grande. Il trace son roman dans une lignée légendaire en nous faisant comprendre un homme, un pays, une époque. Alors, Brigitte Giraud, vous n'étiez pas en reste, loin de là, au sein du book club. Hier, dans l'émission, nous avons entendu le président de votre comité de soutien, Alexandre Blom, qui nous disait que vous étiez son Goncourt pour la puissance de votre récit, la construction de votre texte, la portée universelle de votre roman, qui questionne la vie et qui persuade de la vivre vite. Quelque chose qui n'a pas échappé à l'attention de nos abonnés et qui est revenu pas mal de fois sur nos réseaux, c'est la mention quasi systématique du fait que vous soyez la 13e femme à recevoir le prix Goncourt depuis sa création en 1903. Microméga 5462, par exemple, trouve cette information superfétatoire. Une autre abonnée, de la même façon, nous dit que la vraie parité ne sera atteinte que lorsqu'on cessera de tenir ce genre de compte. Brigitte Giraud, comment accueillez-vous ces réactions ? Sur le fait que je sois la 13e femme primée... C'est superfétatoire de le dire. Écoutez, moi quand j'écris, en effet, je me sens quelqu'un, écrivain, concentré, qui essaye de trouver la justesse et qui essaye d'avancer dans le récit de la façon la plus ambitieuse possible, ambitieuse entre guillemets. Pour autant, je suis une femme. Pour autant, le fait d'être écrivain et d'être une femme n'est pas forcément ce qui me définit en tant qu'écrivain. Je suis heureuse d'être primée, mais ce qui me fait surtout plaisir, c'est le fait d'être primée pour un texte, pour un travail d'écrivain. Le fait que je sois une femme, j'espère, n'a pas joué pour être là comme pour une discrimination qu'on nommerait positive. Merci Brigitte, merci Alexandre. À la semaine prochaine. Brigitte Giraud, hier on a eu la chance de vous entendre juste après avoir reçu le prix Goncourt grâce à notre programmatrice Oriane Delacroix qui était chez Drouan. Vous évoquiez avec elle le destin, le mektoub, le hasard, la chute, l'accident. Au fond, tout un tas de mots pour décrire ce que vous cherchez à circonscrire, à ralentir, à arrêter dans votre livre. Vivre vite, est-ce que vous arriveriez là, maintenant, à choisir un mot ou c'est justement l'adjonction, l'accumulation de tous ces mots qui permettent de comprendre au mieux ce livre? Il me semble en effet que le mot destin est un mot qui englobe évidemment de façon très large notre rapport au monde et notre vie sur Terre et le sens de cette vie qui ne cesse de s'interroger parce qu'il n'échappe à personne que tout ne nous appartient pas et que la maîtrise de nos vies, évidemment, est loin d'être certaine, et tant mieux, parce que si on maîtrisait tout, on ne serait pas à l'endroit imprévu où on rencontrerait, par exemple, l'homme ou la femme de sa vie. C'est-à-dire que le destin, ça marche aussi dans le bon sens, c'est pas uniquement quand il se passe une catastrophe. Donc le destin est quand même un mot qui me convient bien. J'aime beaucoup ce mot mektoub, peut-être davantage parce qu'il y a vraiment le lien à l'écriture, c'était écrit. Donc je crois que j'essaye de vérifier tout à fait inconsciemment pour savoir si c'était écrit. Puis il y a autre chose qui est l'étymologie du mot accident. Accident, ça veut dire ce qui tombe par hasard. Là, on est face à un homme qui tombe, c'est l'histoire d'une chute. Et le mot hasard, c'est aussi un mot qui vient de l'arabe et qui veut dire, dans certains pays arabes, jeu de dés. Donc là, on est face à toutes ces notions de rapport à l'incertitude. Et est-ce que c'était écrit que vous deviez écrire, Brigitte Giraud ? Ah, ça c'est une belle question. C'était écrit pour moi, en effet. Quand l'accident a eu lieu, 2 ans après, j'ai écrit un
petit récit d'une petite centaine de pages qui s'appelle À présent, qui a été publié chez Stock à l'époque par Jean-Marc Roberts, qui était un livre qui disait la sidération, qui disait la déflagration, qui disait le fracas, et qui parlait du temps des jours qui ont suivi, la semaine, avec tout ce qu'il faut accomplir de façon obligée, à un moment où vous êtes sommé de rester debout, où vous êtes évidemment sidéré et où vous n'êtes d'accord avec rien, ni la parole qui est prononcée par tous les protagonistes, ni évidemment l'événement auquel vous devez faire face. Mais quand j'ai publié ce livre en 2001, je savais pour autant que le livre, je ne l'avais pas écrit. Je savais qu'un jour, lointain, il me faudrait y revenir pour embrasser de façon beaucoup plus large l'ensemble des circonstances qui ont fait que cet accident a pu avoir lieu par ce qu'on peut appeler le cours des choses, le concours de circonstances, ce qu'on vient d'évoquer par la notion de destin. Mais il fallait que je prenne du temps parce qu'il fallait que je mène l'enquête. En fait, ce livre est une vaste enquête, à la fois intime, mais aussi sociologique, mais aussi historique, même politique au sens plus large. Et il fallait que je sois à la hauteur. Et être à la hauteur, je voulais être à la hauteur de cet homme. Je voulais pas gâcher, faire les choses trop vite. Je voulais être à la hauteur de l'histoire d'amour. Je voulais être à la hauteur de l'événement qui fauche la vie en deux. Et puis j'avais peur aussi parce que chercher la vérité, ça peut être effrayant. Et donc j'ai pris ce temps pour arriver à me frayer un chemin dans différentes vérités. Vivre vite, c'est un livre sur le deuil. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire d'ailleurs. C'est ce qui fait toute la beauté de ce livre sur la perte qu'on peut tous comprendre, un lien qui se rompt, une personne qui disparaît aussi de notre champ de vision. Je trouve que votre livre, il permet aussi de nous interroger sur la manière dont nos sociétés occidentales pensent, envisagent la mort ou l'absence. La mort, c'est l'absence, et l'absence, c'est la mort. Pourtant, dans votre livre, Claude, il est immensément présent. L'existence de ce livre, c'est pas la preuve de sa survie, mais plutôt de sa vie à travers vous, à travers votre fils Théo, à qui le livre est dédié, à travers la littérature aussi. Oui, je crois que c'est exactement ça. C'est un livre qui fait le portrait d'un homme vivant, dans la pleine énergie de son existence, dans la pleine énergie de son rapport de père avec son fils, d'amoureux, de passionné de musique, de journaliste musical, de collègue de travail, de fils, d'amis. Voilà, c'est quelqu'un qui est pleinement traversé par cette vitesse, ce rapport au rock, ce rapport aussi à la moto, et à l'idée de construire une existence à deux, à trois et à multiples facettes, j'ai envie de dire. Une année qui s'ouvre pour vous, Brigitte Giraud, sur un succès. Et quel succès! On va écouter votre prédécesseur, Mohamed Bougarsar, qui raconte à Henri Leblanc sa folle année du prix Goncourt en 2021 pour son livre La plus secrète mémoire des hommes, publié chez Philippe Ray. Une année dans la vie d'un prix Goncourt, résumée en une poignée de secondes. Je crois que ces 12 derniers mois, les mots que j'ai le plus entendus sont votre quotidien a dû tellement changer, comment gérez-vous le succès, est-ce que ce n'est pas trop difficile à accueillir, comment faites-vous avec la célébrité, etc. etc. Bien sûr, ma vie n'est plus du tout la même pour le meilleur, mais aussi pour ce qui est moins agréable. Et j'essaie de la gérer depuis un an. Comme je peux, c'est-à-dire avec le maximum de générosité, de disponibilité et de joie, bien sûr, il ne faut pas oublier la joie, mais aussi avec mes erreurs, avec mes limites, et ce n'est pas toujours simple. J'expédie les aspects les plus évidents des effets du Goncourt, la surmédiatisation instantanée et un peu déraisonnable, la propulsion brutale sur la scène publique, la curiosité pour votre vie, autant que, ou plus parfois que pour votre œuvre, les milliers de visages vus, de mains serrées, de kilomètres parcourus à travers toute la France, d'exemplaires signés,
dans les salons, les festivals, les rencontres en librairie, etc. Je me suis d'ailleurs amusé à compter les heures que j'ai passées en dédicace depuis le 3 novembre 2021. Ça fait 57 heures et 24 minutes. Et le chiffre passe à 70 heures, à plus de 70 heures, si j'inclus les pays étrangers. Et ça continue. Je ne dis rien sur les kilos pris, évidemment, et je passe aussi très vite sur le côté semi-people éphémère, les mondanités, les demandes un peu spéciales et drôles, les requêtes pour que vous deveniez parrain de telle ou telle association ou égérie de telle marque, etc. Tout ça a quelque chose d'épuisant, de grisant, d'impitoyable et parfois d'amusant. Je crois qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre d'essentiel, l'amour des lecteurs, l'amour de vos proches, l'amour de ceux qui vous lisent, de ceux qu'ils veulent partager avec vous, leur sincérité, leur joie de vous écouter, de vous accueillir et d'attendre vos prochains livres. Cela console de la profonde fatigue, je crois, et de la troublante impression que provoque le Goncourt que votre vie ne vous appartient plus pleinement. Évidemment, il y a des raisons de se perdre qui sont nombreuses. Je me suis quelquefois perdu et je me perds encore. On peut très bien oublier que tout cela est provisoire et ne pas se préparer à retomber l'année suivante dans une tranquillité plus simple, plus quotidienne, ou même une sorte d'anonymat relatif. On peut même oublier qu'on est écrivain. Or, c'est, je crois, la seule bouée à laquelle s'accrocher au milieu de toute cette tempête à l'écriture. Et je crois que la seule question qui vaille dans le Goncourt est: est-ce que le prix a changé quelque chose à mon écriture, à mon exigence comme écrivain, à mon éthique? Pour ma part, je n'ai pas encore de réponse, puisque je n'ai pas encore réussi à me remettre au travail. Ça aussi, c'est un effet du Goncourt. Ce fut une année importante, évidemment, dans ma vie. J'ai rendu les miens fiers, heureux, je crois. Et la manière dont ils ont exprimé cette joie suffit à me consoler de tout le reste. J'espère en tout cas que la consoeur qui me succédera éprouvera le même bonheur et tiendra bon. C'est très long, mais ça passe aussi très vite. C'était Mohamed Bougarsar, prix Goncourt 2021, joint par Henri Leblanc. Brigitte Giraud, est-ce que vous êtes prête à affronter cette année? Je souriais largement en écoutant Mohamed Mbougarsar. Je le remercie parce que c'est un mode d'emploi absolument complet et magnifique, avec tout un tas de nuances, et je me dis qu'il faudra même que je lui demande un rendez-vous en privé pour qu'il me briefe davantage. Je trouve ça tout à fait émouvant, et je comprends tout à fait ce qu'il par anticipation, ce qu'il évoque. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il évoque l'écriture comme seule bouée, et je me dis que l'écriture est aussi une seule bouée face à tout un tas d'autres aléas de l'existence, face à des grandes joies, face à des catastrophes, face à des fracas, des cataclysmes divers et variés. Et je lui souhaite en tout cas de revenir à l'écriture très vite. Et voilà, je nous souhaite tous d'aller le plus joyeusement possible accompagner ce livre ou d'autres livres. Vous aviez lu son livre l'an Oui, passé? oui, j'ai lu. Qu'est-ce que vous en aviez pensé? J'ai trouvé que c'était un livre d'écrivain absolument fabuleux, d'une grande puissance, d'une grande délicatesse, avec tout un tas de zones. Toutes les parties de son livre se répondent et sont des surprises en fait. Il y a tout un tas de zones il y a à la fois une enquête, il y a à la fois tout un tas de digressions, il y a ce rapport à Bolaño, il y a quelque chose d'éminemment littéraire que j'ai adoré. C'est aussi un livre pour écrivain, le livre de Mbougarsar. Un livre pour écrivain et un livre d'écrivain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on écrit, on est aussi à la recherche dans les livres des autres. Moi, je suis une grande lectrice. Et ce que j'aime dans les livres des autres, déjà, c'est de voir, d'une part, eux, comment ils se débrouillent avec l'existence, comment ils font, qu'est-ce qui les obsède, quel type de questions ils posent, quel chemin de traverse ils empruntent. Et quand on est écrivain, j'aime bien lire parfois une deuxième fois. C'est quand je vais au cinéma, c'est un peu la même chose, pour voir comment c'est fait. Alors comment il a fait? Comment il a commencé? Est-ce que c'est au présent? Est-ce que c'est au passé? Comment il change de type d'atmosphère au milieu du livre? Comment il enchaîne? Comment il crée tel type de personnage? C'est passionnant de voir comment c'est fait. C'est soulever le capot du moteur, et je dis ça en tant que... Quand c'est un écrivain qui lit, c'est un peu différent.
Et bien justement, vous êtes venue avec 2 prescriptions, ma chère Brigitte Giraud. 2 livres, on peut peut-être commencer par le premier. C'est un livre de Carole Alamand, paru, aussi fin août, chez Anne Carrière. Son titre, c'est «Tout garder» et ce livre est en lice, pour le Médicis Essai. Alors pourquoi vous avez choisi, ce livre? Hem, Qui tout qui qui parle évidemment de deuil aussi, de la mort. Oui, mais c'est d'une Parce façon que c très, très différente. C'est oui, un récit. Alors Carole Alamand, elle est, d'origine, suisse, elle est, de Genève. Elle vit, dans le New Jersey. Elle dirige le département de littérature française dans le New Jersey. Elle vient fréquemment en France. Ce livre est écrit, quelques années après la mort de sa mère, qui vivait à Genève, qu'elle n'avait pas vue depuis quelque temps. Et elle se rend compte au moment de vider la maison, c'est peut-être ce lien au fait de oui. vider la maison, ce lieu qu'à un moment il faut se résoudre à vider. Au moment de vider, là c'est l'appartement, elle se rend compte que l'appartement de sa mère est totalement encombré, plus qu'encombré, puisqu'il y a quasiment une unique petite allée pour se déplacer, et elle découvre de façon assez terrifiante que sa mère souffrait du syndrome de Diogène, ce qu'elle ignorait absolument, À puisque savoir les être capable derniers, de se débarrasser voilà, de enfin tout, d'accumuler même en des fait. objets. Il y Ouais. avait même un chat mort à travers des couches de journaux, etc. Et là, elle se rend compte que les dernières fois où elle est venue voir sa mère, elles se sont vues au restaurant et que sa mère se débrouillait pour ne pas ce qu'elle se voit dans l'appartement. Ce qui est très très beau dans ce livre, c'est que Carole Alamand mène une enquête pour essayer de comprendre ce qui a pu arriver à sa mère pour en arriver à développer cette maladie mentale. Elle revisite l'enfance, elle revisite la condition de la femme dans les années 60 dans ce pays et en Europe. Et elle découvre petit à petit quel a pu être le secret de la mère. Et en cheminant, on arrive à découvrir une femme et ce qu'elle portait de façon très, très, très bouleversante. C'est un livre dont l'écriture est ciselée, dont l'écriture est d'une précision incroyable. Et au milieu de ce livre, elle a imbriqué d'une façon extrêmement délicate et virtuose tout un tas de textes qui ont trait aux objets. Qu'est-ce que sont les objets dans nos vies, les objets pour les êtres humains, des textes écrits par des sociologues, par des psychanalystes ou par d'autres écrivains. Et vraiment, c'est un livre indispensable. C'est un très grand livre. Tout garder de Carole Alamand, ça c'est chez Anne Carrière. Et puis l'autre livre, c'est un livre de 2012 publié chez Stock, Un repas en hiver d'Hubert Mingarelli. Alors, un repas en hiver d'Hubert Mingarelli, on m'avait demandé de choisir un classique. Ce n'est pas un classique, mais j'ai l'espoir que ce livre devienne un classique. Ça l'est pour vous en tous les cas. Ah, ça l'est pour moi. C'est un livre qui est d'ailleurs traduit largement, et notamment aux États-Unis et en Angleterre, ce qui est assez rare pour les écrivains français. C'est un livre qui met en scène 3 soldats pendant ce qu'on a appelé la Shoah par balle, cet épisode de la dernière guerre assez terrifiant, où des soldats sont sommés d'aller chasser des personnes juives pour les ramener au camp et les exécuter. Il se passe que ces soldats, à un moment, vont avoir froid et faim, vont se réfugier dans une maison avec le jeune garçon juif qu'ils viennent de ramener. Et là se pose la question de savoir comment on mange, comment on se réchauffe. Et là, c'est une mécanique extrêmement précise, avec une sorte de suspense existentiel magnifique et très intense. Pour faire un repas, il faut porter de l'eau à ébullition. Pour porter de l'eau à ébullition, il faut faire du feu. Pour faire du feu, il faut démonter la porte derrière laquelle ils ont caché, où ils ont isolé le jeune homme. Et à partir du moment où ils démontent la porte pour faire du feu, ce jeune homme a un regard. Ce jeune homme a une apparence. Ce jeune homme a un flocon de neige que la mer a brodé sur le bonnet. Ça veut dire qu'il devient un être humain. Et à partir du moment où un être est un humain et n'est plus un X, mais quelqu'un avec un regard, la question se pose de savoir est-ce qu'on le convie à partager le repas, et à partir du moment où on peut le convier à partager le repas, est-ce qu'on peut le ramener au camp? Et j'en tremble presque en parlant encore. C'est un livre d'une portée symbolique immense. Merci pour ces conseils. Ce livre qui évoque une période historique, qui rappelle aussi peut-être un de vos romans, c'était Jour de courage, en 2019, au-dessus duquel planait la Seconde Guerre mondiale, bien que le livre se passait aujourd'hui.
Est-ce que vous Oui, pouvez nous parce parler de ce que livre, ce qui justement? m'intéresse dans l'histoire, c'est aussi la façon dont on la transmet aujourd'hui, dont on la transmet à la jeune génération. Donc Jour de courage met en scène, aujourd'hui, dans une classe de terminale, un jeune homme, Livio, qui doit faire un exposé, dans le cadre de son cours d'histoire sur la montée du nazisme. Il a choisi les premiers autodafés nazis. Mais en choisissant les premiers autodafés nazis, c'est tout sauf anodin, puisque le premier autodafé nazi qui a été perpétré le 10 mai 1933, comme nous le savons tous, à Berlin, ce sont les livres de l'Institut de sexologie qu'avait monté Magnus Hirschfeld. Et ce jeune homme, en racontant l'histoire de ce pionnier de la sexualité, Magnus Hirschfeld, qui a été le premier à défendre l'égalité homme-femme, mais aussi les droits des homosexuels, ce jeune homme, par le biais de l'histoire, sans jamais parler de lui, sans jamais dire « je », va faire devant sa classe ce qui peut s'apparenter à un coming out. Brigitte Giraud, merci pour ces prescriptions livresques et littéraires. C'est quoi un bon livre pour vous? C'est un livre qui pose des questions, qui met en évidence des paradoxes, qui donne envie de se référer à d'autres livres, qui donne envie de vivre, qui donne envie d'aller au cinéma, qui donne envie d'écouter de la musique, qui donne envie de rester vivant, tout simplement. Et est-ce que c'est ce que vous cherchez quand vous étiez éditrice chez Stock pour cette collection de La Forêt? La collection verte. Oui, la collection verte. Alors c'était une collection que m'avait confiée Jean-Marc Roberts en me disant « Tu peux te permettre de publier ce que tu veux, y compris des paroles de chansons », parce qu'il savait que j'écoutais beaucoup, que j'étais en lien avec beaucoup de musiciens et que c'était une passion première, y compris de la poésie aussi. Ce que je cherchais, c'était des voix. Plus que des romans bien ficelés, c'était des voix plutôt singulières, des univers, et puis peut-être une certaine audace dans l'écriture, et avec quelques jeunes auteurs et surtout des premiers textes. Et bien justement, on va découvrir un de ces jeunes auteurs qui a commencé sa carrière d'écrivain grâce à vous, Brigitte Giraud. Il s'appelle Denis Michelis, primo-romancier en 2014. Grâce à vous, écoutez. On est en 2013, je rêve de rencontrer Brigitte Giraud, j'ai lu presque tous ses livres, et comme je suis journaliste, je propose à la rédaction d'Arte de réaliser un portrait sur elle. On débarque à Lyon dans sa maison avec l'équipe télé. À l'époque, je sais qu'elle est éditrice, donc j'ose à peine lui dire que j'ai un manuscrit. Très poliment, elle me dit « mais envoyez-le-moi par la poste ». Bon, donc je m'exécute, et 5 jours plus tard, je reçois un SMS où elle me propose de me publier. J'avais envoyé le manuscrit qu'à elle, donc évidemment j'ai dit oui, et c'est vraiment un souvenir, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie d'auteur, parce que c'est le premier livre, et puis c'est la joie immense de se savoir publier, de travailler avec quelqu'un qu'on admire. Moi j'aime beaucoup sa singularité, le ton, j'aime sa concision, sa précision dans l'écriture, et en même temps, et je trouve qu'on le dit pas assez, ce sont des romans, des récits, des nouvelles qui sont extrêmement bien construites. Enfin, on est immédiatement happé par l'histoire. C'est une grande architecte de l'intrigue, Brigitte Giraud. C'est une grande dramaturge, je dirais. Et c'est ça que j'ai appris avec elle en travaillant sur La chance que tu as, donc ce premier livre, c'est d'être juste dans le choix des mots, c'est manier l'art du non-dit. On a dit de Brigitte Giraud qu'elle était dans la retenue. Moi, je préfère le non-dit, c'est-à-dire que votre histoire, le roman que vous écrivez, en contient un autre. Et c'est ce qui rend l'écriture stimulante. Et aussi la lecture. Hein, ça devient des romans beaucoup plus ambigu qu'il n'y paraît. Et justement, on parle d'ambiguïté. J'ai aussi appris avec Brigitte Giraud à soigner l'ambiguïté des personnages, à les rendre plus proches de nous. Et une chose aussi très importante, je pense la plus importante, et c'est ce qui la caractérise, c'est l'humilité. Brigitte, c'est quelqu'un qui ne se regarde absolument pas écrire. Et c'est ce qu'elle m'a aussi appris, c'est-à-dire être au service de l'œuvre, et ne pas se regarder le nombril. Et voilà, donc c'est quelqu'un que j'admire énormément et à qui j'ai envie de poser une question. Brigitte, maintenant que tu as le monde à tes pieds, est-ce que tu souhaiterais être à nouveau éditrice, ou est-ce que tu as d'autres rêves dans l'immédiat? Voilà, je te félicite encore, je suis très heureux pour toi, je t'embrasse.
quelle surprise agréable. Euh, quelle surprise Ouais. déjà. Être éditrice, c'est quelque chose que j'aime énormément parce qu'une éditrice, c'est simplement une lectrice en fait. Moi, ce qui me passionne, comme vous l'avez compris, c'est vraiment l'univers que déploient les autres écrivains, qu'ils soient français ou étrangers, contemporains ou plus anciens. Être éditrice, c'est plonger vraiment, c'est vraiment essayer de voir dans un texte comment on peut faire surgir un arbre dans une forêt, pour le coup. Alors, il n'y a pas toujours d'arbre dans la forêt. La plupart du temps, quand on reçoit un manuscrit, hélas, il n'y a pas grand-chose. Mais quand on s'aperçoit qu'il faut juste tailler un peu ou aider l'auteur à voir la forme à l'intérieur du bloc, c'est merveilleux. Mais pour autant, tout de suite, une petite pause s'impose. Ouais. Et dans le cas de Denis Michelis, qu'est-ce que vous avez eu comme effet quand vous avez reçu son... Ce que j'aime énormément chez Denis Michelis, c'est l'ironie. C'est justement le non-dit, comme il l'évoque. C'est un univers, un lieu clos, ce manuscrit-là, une maison. Stephen King n'est pas loin, on sent qu'il y a une tension, on sent que quelque chose d'extrêmement dramatique pourrait advenir. Et pour autant, il y a un jeu de rôle entre les personnages qui se construisent, qui se déconstruisent et dont on n'imagine jamais comment ça peut finir. C'est un suspense avec l'humour, surtout l'humour Ouais. aussi. Oui. Est-ce que vous avez vous avez un souvenir, votre premier souvenir de lecture? Vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu, ou en tout cas dont vous gardez le souvenir? Oui, je me souviens de ce premier souvenir, c'était L'éventail de Séville de Paul-Jacques Bonzon dans la Bibliothèque verte. Notre bibliothèque verte. Ouais, j'avais été bouleversée. Je lis eu d'autres plus brefs livres quand j'étais plus jeune, mais celui-ci m'a bouleversée parce que ça se passait en Andalousie et qu'il y avait le nom d'un fleuve, le Guadalquivir. Je crois que j'ai déjà aimé ce livre parce qu'il y avait ce mot, le Guadalquivir. Quand on vit à Lyon, dans une banlieue, évidemment, ça fait rêver. Et puis, il y avait sur la couverture une jeune fille andalouse avec une magnifique robe à pois avec des volants. Et en arrière-plan, un jeune homme qui vendait de la horchata, dont j'ai cru longtemps que c'était du jus d'orange, mais c'est pas du tout ça. Pablo, qui était secrètement amoureux de cette jeune fille parce qu'il y avait un rapport de classe sociale compliqué. Et puis c'est un amour tragique parce qu'au moment où il va lui déclarer sa flamme, il y a un accident et il est emporté dans cet accident. Et au moment où elle comprend qu'il va l'aimer et qu'ils vont pouvoir s'aimer, l'histoire n'a pas lieu. Et c'est très étonnant comme la vie est quelque chose d'étrange. J'ai lu ça à 12-13 ans et c'était très beau parce que ça me déplaçait vraiment très loin de mon lieu de vie, dans un endroit où il y a du soleil, où il y a des jeunes gens qui ont le droit de s'aimer, qui sont loin de la maison. Brigitte Giraud, vous avez la voix, vous avez les mots, vous avez les yeux. J'ai l'impression que vous regardez tout avec une grande, grande attention. Comment vous regardez notre société? Oula euh, Vous parlez de sociologie en Ouais, parlant ouais, de ouais. votre livre, Bah, de capitalisme. ouais, ben oui, Vivre vite, c'est l'extrême fin du XXe siècle. On voit un monde qui est en train de finir avant la grande bascule vers le tout numérique. La fin du XXe siècle, c'est aussi le moment où le désir préexiste au fait de posséder. C'est encore le moment où pour avoir à l'époque, on parlait de disques, on parlait d'albums, on commandait des albums en import aux États-Unis ou en Angleterre, et il fallait du temps pour que ce disque vous arrive. Donc le désir était très grand, ici les choses étaient plus rares. Et aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que tout est là avant même que le désir n'ait le temps d'émerger. Voilà, donc c'est un monde de robinets ouverts à profusion, ce qui est assez effrayant. Je pense que la rareté, que la frustration, que l'attente sont des éléments qui nous permettent de nous construire et d'être plus sereins. Et non, aujourd'hui, la folie du libéralisme, sa cruauté, Vivre vite s'ouvre avec les promoteurs qui sont en train de mettre la main sur un quartier et qui chassent les habitants de leur maison par effet de ricochet, ce qui est mon cas, et ce
ce qui a déclenché véritablement l'écriture du livre, en tout cas ce qui a mis le feu aux poudres pour la direction qu'allait prendre le livre, parce qu'être mis dehors de son paysage, cette modification du paysage, ces moteurs et ce bruit qui sont là en permanence, cette bétonisation est quelque chose dont on est en train de mourir tout simplement. Je parle aussi du libéralisme, de la mondialisation, de motos, cette fameuse moto interdite au Japon, commercialisée en Europe, ce qui n'est plus le cas. Cette moto a été retirée de la vente. Mais là, on est face à quelque chose qui est criminel en fait. L'émission touche presque à sa fin, mais on repart du début avec les incipits de Mathias Sénard. Dans l'essai intitulé « L'histoire commence », que publie, traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen, les éditions Gallimard, le regretté écrivain israélien Amos Oz décrit et discute une dizaine d'incipits de romans de la littérature qu'on a coutume d'appeler universels. Tchekhov, Gogol, Elsa Morante ou Gabriel Garcia Marquez, entre autres, pour essayer de comprendre quel pacte ces premières lignes passent avec leurs lecteurs, de quelle façon on entre dans un monde et comment ce monde se révèle conforme ou non à la promesse que l'auteur nous a faite. Comme l'écrit Amos Oz, parfois un marché secret se conclut entre l'auteur et le lecteur dès le premier paragraphe, à l'insu des personnages qui ignorent que l'auteur et son lecteur échangent un clin d'œil amusé derrière leur dos. Le premier des incipits qu'analyse Amos Oz est celui d'Effibriste, chef-d'œuvre du Prussien Théodore Fontane, publié en 1894. Un des plus grands romans du XIXe siècle et une des héroïnes dont le destin tragique a fait pleurer le plus dru votre serviteur, arracher les gémissements les plus tristes au cœur de celui qui vous parle. Effibriste commence ainsi. Face au manoir de Hohenkremmen, où demeurait, depuis l'époque déjà de l'électeur Georg Wilhelm, la famille von Briest, le soleil inondait de sa clarté la rue du village, assoupie dans le silence de midi, tandis que, côté parc et jardin, une aile du manoir ajoutée en équerre couvrait d'un large manteau d'ombre d'abord une allée carrelée de dalles blanches et vertes et, au-delà, une grande corbeille, occupée en son milieu par un cadran solaire et plantée, en bordure, de canna indica et de pieds de rhubarbe. Dieu, quelle belle phrase! Belle car non seulement elle est un voyage en soi, un premier élément de description de ce manoir du Mecklembourg dans lequel Effibriste a grandi, certes, mais belle aussi car elle expose tout le mouvement du roman, de la lumière à l'ombre, du public au privé, de ce qui se joue en plein soleil au secret, sans oublier de s'arrêter sur des points de détail, ces canna indica et ces rhubarbes qui font les délices des lecteurs de Fontane. Car personne n'a autant le goût du détail que Fontane. Comme il le remarque lui-même dans l'avant-propos de son autobiographie, « Lorsqu'il fut clair pour moi que j'écrirais l'histoire de ma vie, il fut aussi clair qu'étant donné ma prédilection pour l'anecdote, et plus encore mon goût du détail, qui exige beaucoup de place, j'allais devoir me réduire à une certaine période de cette vie. » Cette autobiographie, mes années d'enfance, Théodore Fontane l'écrit justement alors qu'il est en train de composer Effibriste et souffre d'une grave dépression que son médecin appelle une anémie cérébrale. Le mal l'empêche d'écrire. Est-ce que les balbutiements de la psychanalyse étaient déjà dans l'air à Berlin en 1892 ? Toujours est-il que son médecin lui suggère, en guise de traitement, d'écrire ses souvenirs. Je choisis mes années d'enfance et je peux dire que la rédaction de ce livre m'a guéri. Fontane peut donc reprendre l'écriture d'Effibriste, guéri, sauvé, j'aime à le croire, par son goût du détail et de la description. Merci Mathias Sénard et merci à vous Brigitte Giraud. Félicitations pour ce prix Goncourt 2022. Vivre vite, publié chez Flammarion. Merci. Merci à vous. Bienvenue au club et de retour. Lundi, c'est la fin de cette émission programmée et préparée par Oriane Delacroix et Henri Leblanc. Réalisation Thomas Beau. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Une émission disponible en réécoute et en podcast sur le site et sur l'application Radio France. France Culture. L'esprit d'ouverture.